j'ai vu que vous m'en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Je vous propose de parler de cette fameuse idée, enfin de cette fameuse réglementation, encore une fois, de la FIA. Ah, c'est vrai que j'avais les temps, j'aurais pu vous les montrer, je suis bête. Alors il y a pas mal de petites choses nouvelles entre guillemets à Melbourne. Pas mal de petites choses nouvelles. Hop, tac, tac, tac. Je vais mettre ça, voilà, comme ça on va se faire plaisir. Le gain d'appui dans la zone grise du règlement, je pense. Ah oui, non, mais probablement. Sur ce week-end de Grand Prix, il y a pas mal de choses qui évoluent, entre guillemets, que ce soit d'un point de vue de la réglementation. Il y a pas mal de petites news à gauche, à droite et tout. Pas mal de petits déclats un petit peu farfelus aussi de temps en temps de certaines personnes qui ont le business de la Formule 1 qui leur monte un petit peu trop à la tête, où t'as envie de leur dire « Mais frérot, va falloir quand même que tu réfléchisses avant d'ouvrir la bouche. » Voilà. Déjà, premièrement, vous l'avez peut-être vu, on a les mécanos. Alors, c'est pas qu'ils ont pas le droit. Les mécanos vont... Alors, c'est pas qu'ils ont pas le droit, mais c'est que ils vont être... l'équipe va être sous couvert, enfin, comment ça s'appelle ? Je perds mes mots. L'équipe va être sous investigations, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, si jamais leur mécano arrive sur le muret des stands pour monter au grillage et célébrer le passage de leur pilote qui gagne la course ou qui finissent dernier, hein, mais généralement c'est plutôt quand on gagne la course ou quand on fait un podium. Le problème étant, il y a une réglementation qui est par rapport à ça, qui a toujours été là d'ailleurs. Si vous allez sur n'importe quel circuit avec une compétition automobile, voire même sur des track days d'ailleurs, hein, faites bien attention. Déjà, premièrement, on ne se balade pas dans une voie des stands comme on se balade sur un trottoir dans la rue. Déjà, premièrement, faut bien comprendre ça. La voie des stands, t'as des voitures qui roulent à 80 km/h, comme si t'étais au bord d'une nationale. 80 km/h, t'es dans un vacarme qui est assourdissant parce que t'as des voitures en piste qui passent pleine balle, donc t'entends pas forcément les voitures qui arrivent. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder avant de traverser, encore plus sur une voie des stands. Déjà, la voie des stands, elle est autorisée pour certaines personnes en particulier lorsqu'il y a une session de roulage. C'est pour ça que c'est extrêmement réglementé, parce que sinon, on se retrouve dans les années 80-90 avec des pros qui arrivent à 200 dans une voie des stands qui est pleine à craquer, comme si c'était un pit lane walk. Pour faire son changement de stand avec des mecs qui sont en short, qui n'ont pas de gants, qui enlèvent des roues, qui remettent des roues, et le gars il repart, il manque d'écraser deux gars. Ça, c'est terminé, tu vois. Donc effectivement, la présence de personnel dans la voie des stands, elle est réglementée. Elle est réglementée. Les mécaniciens n'ont le droit d'être dans la voie des stands que si ils travaillent sur la voiture. S'ils doivent travailler sur la voiture, faire quelque chose avec les pistolets pour changer les pneus, etc., etc. Donc déjà, de base, un mécano, ça n'a rien à foutre dans une voie des stands, sauf si il faut travailler sur une voiture. Donc, si tu as des mécanos qui traversent la voie des stands, normalement, ils n'ont pas trop le droit. Deuxièmement, lors par exemple des départs, typiquement, on évacue entre guillemets, sauf ceux qui sont sur leur pit wall, les chefs d'équipe, etc. Généralement, ils sont sur leur pit wall. On voit toujours Christian Horner être dans le garage, puis aller sur le pit wall. Je sais pas à quel point les membres d'équipe qui sont sur le pit wall ont le droit de rester sur le pit wall justement au moment du départ, parce que généralement on évacue plutôt le pit wall au moment du départ, dans le sens où ça reste un départ avec des voitures et il y a des voitures qui peuvent se rentrer dedans, décoller, finir dans le grillage et donc dans le pit wall, donc pas ouf.
Donc oui, non, effectivement, de base, être sur le mur des stands, le muret des stands, et regarder la piste, ce qui se passe, là aussi, généralement, c'est assez réglementé, en particulier dans les compétitions. Où ça roule, tout simplement. On évacue au moment du départ le pit wall, quoi. Parce que c'est dangereux. Bref, tout ça pour vous dire que effectivement les mécanos n'ont pas grand chose à faire, aller venir célébrer sur le bord de la piste en disant coucou à Max, ou coucou à Perez, ou coucou à Lewis, ou coucou à Charles Leclerc, ou coucou à Fernando Alonso. Hein, voilà, je vais pas tous les faire, mais vous avez compris. De base, ils n'ont pas spécialement l'autorisation de faire ça. Deuxièmement, en fait, ils ont interdiction de base aussi, et c'est marqué encore une fois dans le règlement. Je sais plus dans quel point, ça, vous le retrouverez sur Twitter probablement si vous regardez le compte d'Albert Fabrega. En fait, le truc qui est interdit, c'est de monter sur le grillage et de célébrer comme ça. T'as des petits passages entre les grillages, des petits passages où justement qui servent à un membre d'équipe de mettre le pitboard, donc la fameuse pancarte avec quelques infos si jamais la radio fonctionne pas ou ce genre de truc, de pouvoir pas noter son pilote. Bah vous avez des petits espaces. Donc bah tu peux passer par cet espace et faire ouais coucou génial bravo, et puis la voiture passe en dessous, c'est trop cool, nickel. Mais en revanche, effectivement, t'as pas le droit de monter sur le grillage à la base. Mais depuis des décennies, je pense, comment ça s'appelle, les mécaniciens se servent de ces grillages pour monter sur ces grillages-là, et puis célébrer avec leur pilote qui passe en dessous à vitesse plus ou moins réduite, ça dépend, en faisant coucou, voilà, en célébrant la victoire. Et puis nous, ça nous fait des superbes images parce qu'on adore ça. On voit une équipe, le résultat d'une équipe, et pas que d'un seul pilote. Bien évidemment, c'est le pilote qui a fait le job, mais il y a toute une équipe derrière, etc. Donc ça permet d'avoir ce moment de communion qui est absolument génial. Donc c'est top. Donc c'était, a priori, en tout cas, plus ou moins toléré. Visiblement, Niels Wittich, j'arrive jamais à le prononcer, je suis désolé. Niels Wittich, j'ai envie de l'appeler Quidditch. C'est vraiment pas sympa, mais bah, moi aussi, on m'a fait des vannes sur mon nom de famille. C'est pas grave, hein, j'en rigole. Niels Wittich. Oh, je suis désolé. Voilà, il est un petit peu plus. Il resserre les vis, en tout cas, sur la réglementation en règle générale, mais on va y revenir. Wittich. Donc les mécanos montent sur ces grillages-là. En fait, il a mis effectivement un point en avant qui est absolument crucial, c'est que, admettons, le grillage, pour X ou Y raison, soit pas bien fixé, ou qu'il y a eu un petit problème, ou je sais pas quoi, ou qu'il y a un mécanicien qui fasse tomber un objet sur la piste pendant que son pilote passe et que ça percute la tête, ou que, pire encore une fois, que le mécanicien tombe sur la piste, se fasse mal, et puis il y a une bagnole qui passe en même temps. Bon, on peut vite tourner au désastre. Encore une fois, on est en sport automobile. Le sport automobile de base, c'est quand même de la débilité avec des gens qui font des choses extraordinaires en ayant oublié de brancher le cerveau, concrètement. On est sur un sport dangereux de base. Donc voilà, effectivement, le grillage, il n'est pas censé céder, parce que si le grillage cède, c'est de la responsabilité de la direction de course de dire que là on peut dire que effectivement le circuit n'était pas sécurisé pour tenir un Grand Prix, ce qui est extrêmement grave. C'est de la débilité qu'on essaie d'encadrer. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. On essaie d'encadrer notre connerie. Ce qui est génial en fait. Hein. Ce qui est génial. Donc effectivement c'est voilà, c'est cette histoire de grillage est vraiment dommage. Alors à Melbourne, on n'aura pas le problème parce que c'est des vitres. C'est des grosses vitres de plexiglas, je suppose, hyper résistantes, etc. Qui d'ailleurs sont un énorme avantage pour les spectateurs qui sont sur la ligne droite des stands, puisque du coup ces vitres permettent de moins obstruer la vue pour voir ce qui se passe dans la voie des stands quand t'es en tribune, etc. Donc ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt cool pour les spectateurs. En revanche, effectivement, ne pas avoir les
les membres d'équipe célébrer la victoire de leur pilote quand ils passent sur la ligne, ça c'est un peu dommage quoi. Donc voilà, et effectivement. Les barrières sont là pour les voitures et les ingés sur la ligne des stands, pas pour les mécanos. Totalement d'accord. On est complètement, on est raccord là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qui est relou, c'est que il y avait toutes ces règles. J'ai l'impression qu'on est en train de reprendre le règlement point par point et de dire bah maintenant c'est ça. La règle elle est écrite comme ça, donc vous l'appliquez. Point barre. Et on est en train d'être complètement brain dead. En tout cas du côté de la FIA, à appliquer méchamment et bêtement des règles au détriment du sport. C'est vraiment, encore une fois, je reviens sur les lignes blanches d'ailleurs qu'on a rendues un peu plus grandes. Les emplacements, les grid box qu'on a élargi de 20 cm, donc 10 et 10, pour que justement les voitures soient bien alignées. On est sur du délire, quoi. On est sur du délire. On demande... Encore une fois, il s'agit... En fait, le sport automobile, et je pense même le sport en règle générale, ou la vie en règle générale, c'est une question de nuance. Bien sûr que tu as des règles, etc., et que faut quand même être strict sur certains points, etc., mais il y a toujours une petite nuance. La vie, c'est pas noir et blanc, noir ou blanc. C'est de la nuance de gris, quoi. J'ai jamais vu 50 Shades of Grey, donc laissez-moi tranquille, mais tu vois ce que je veux dire là, pourquoi on a eu besoin d'écarter comme ça les gridbox? Je pense que c'était pas spécialement nécessaire, c'est juste faire un rappel, refaire un rappel, et vraiment, bon là c'est la deuxième fois que ça arrive avec Alonso à Jeddah, mais enfin je veux dire, jusqu'à présent, les pilotes de Formule 1, enfin, ça fait quoi, 20 ans au moins, 25, 30 ans presque, qu'ils ont à peu près cette position assise dans une voiture où ils voient vraiment rien qui est proche d'eux. Donc, et ça s'est très bien passé pendant 20 ans. Donc je comprends pas pourquoi d'un coup on se dit ah là là, il a touché la ligne blanche, ah là là, machin. En fait, le règlement de la FIA, faut bien le comprendre, en particulier pour tout ce qui se passe en piste. Le règlement de la FIA, si tu devais le résumer normalement, jusqu'à présent en tout cas, en une seule ligne, en une seule phrase, c'est est-ce que ce pilote a gagné un avantage durable ou pas? Ça devrait se résumer comme ça. C'est-à-dire qu'on a des règles. Est-ce que Alonso, quand il s'est positionné, a gagné un avantage? Pas spécialement. Et en plus, il était du mauvais côté de la piste, donc du côté un peu sale, donc encore s'il s'était mis un peu plus à droite, bon, pourquoi pas. Est-ce que quand on a mis le cric sous la voiture avant de la soulever, est-ce qu'on a gagné un avantage durable ou pas? Je suis pas sûr. Et vous avez plein de choses comme ça. Vous avez en fait plein de choses comme ça. La question c'est, voilà, c'est, on a un règlement, etc. Maintenant, il faut le faire respecter. Mais faire respecter un règlement, ça veut pas dire être brain dead et dire il y a 1 millimètre qui touche la ligne, terminé. 5 secondes. Genre... un petit... on peut vivre un peu, genre tranquille ou pas on a le droit à combien de bouchées d'oxygène par seconde sur un Grand Prix de Formule 1 donc voilà, moi je vous le dis depuis le début, le problème n'est pas spécialement les personnes qui sont à la tête de la FIA ou quoi. Le problème, encore une fois, c'est le règlement et la manière dont il est écrit. Peut-être qu'il gagnerait à être simplifié, à être revu, à être modernisé peut-être, je sais pas. Et que surtout, en fait, faut que ce règlement soit dans l'intérêt du sport et ne soit pas dans la sanction. Le règlement prévoit des sanctions, mais le règlement est censé guider justement les pilotes et les équipes pour pouvoir exécuter le sport et pouvoir leur donner de la sécurité et de l'équité afin de les voir se battre en piste. Enfin, afin d'avoir du sport. On n'est pas là. La FIA, son rôle premier, c'est pas de taper sur les doigts de tout le monde. Hein. Encore une fois, moi, ça me fait un peu penser au GP Explorer de l'année dernière. Et j'en avais discuté avec
avec Sylvain, alors pas Sylvain Lévy du coup, mais Sylvain qui est chef de la sécurité du circuit du Mans, je crois. Il est très il est carré bien comme ça, tu vois. Le truc c'est que en fait, effectivement, on rigole pas sur la sécurité. Ça c'est pas du tout un ça c'est un no-go quoi. C'est la sécurité avant tout. Mais en fait, moi quand on avait fait toute l'opération avec eux et tout, le truc ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est que le directeur de course, les membres du circuit, de l'organisation, etc., en fait, nous ont accompagnés. Moi, dans ma tête, j'avais bêtement et méchamment, dans ma tête, en mode, ouais, ils vont nous taper sur les doigts, ils vont être là, la règle c'est comme ça, machin, truc, vous faites pas ceci, vous faites pas cela, et en fait, pas du tout. Le truc, c'est que le directeur de course, le chef de la sécurité, etc., en fait, ils accompagnent, ils sont là pour dire, les gars, en fait, on est là pour que ça se passe bien. Donc, nous, nos règles, c'est comme ça que ça doit se passer. Pour que ça se passe bien, posez-nous des questions, dites-nous les doutes que vous avez, etc., etc. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est un allié. La FIA est censée être l'allié des équipes et des pilotes pour que le sport se passe bien. Et quoi qu'il arrive, si vous voyez des briefings de pilotes, alors maintenant on l'a plus trop parce que c'était un peu une farce qu'on avait eu en 2017, un truc comme ça, quand ils filmaient une partie du débrief du briefing des pilotes et où c'était la cour de récréation, enfin c'était n'importe quoi. Eh bien, le truc, c'est que pour avoir eu la chance d'avoir vu, pour le coup, alors que j'étais pas pilote, par exemple, le briefing au Dakar, c'est juste. Enfin, on rappelle toute la sécurité, comment aussi ça se déroule d'un point de vue sportif pour éviter les pénalités, etc., pour pas faire de bêtises, etc. Mais globalement, en fait, c'est à peu près dans la même ambiance que ce que nous on a eu, dans le sens où on nous a traités littéralement et on l'était puisqu'on avait eu des licences de pilote pour pouvoir rouler, parce que autrement si t'as pas de licence tu peux pas rouler dans certaines conditions, et c'est pas une question de savoir si on est des amateurs ou des professionnels, c'est exactement la même chose parce qu'on accompagne des gens, des êtres humains qui vont faire du sport automobile, peu importe le niveau qu'ils ont. Et donc à ce moment-là, que ce soit la FIA ou pour la Formule 1 ou que ce soit pour les 24 heures du Mans ou que ce soit pour le GP Explorer ou que ce soit pour le Dakar ou que ce soit pour n'importe quoi, en fait le truc c'est que on accompagne les instances, accompagne les pilotes et les équipes pour dire voilà comment on organise l'épreuve, c'est nous qui sommes les référents, voilà comment ça se passe. Donc ça applique les règlements et tout, tu vois, mais encore une fois, ça se discute, tu vois, et typiquement, la bonne discussion à avoir, et c'était en ça que Charlie Whiting avait une très bonne capacité et était, malgré ce que j'ai pu dire par le passé, quand même un très bon directeur de course pendant ces années de service, c'est qu'il trouvait toujours la bonne nuance, il posait toujours la bonne question, etc., etc. L'enjeu derrière n'est pas le même, soyons honnêtes. C'est pas une question d'enjeu, les gars. Faut arrêter avec ça en fait. L'enjeu, il est exactement le même. C'est des êtres humains qui prennent des voitures pour rouler vite et qui vont se mettre en danger. Point. C'est pas une question de savoir si on va être champion du monde ou pas. Hein. Ça, après, c'est sur le règlement, sur tout ce qui est l'aspect sportif, sur la manière dont ça se déroule, etc. etc. Mais l'enjeu, il est le même pour tout le monde. Que vous fassiez du karting, que vous fassiez des petites courses entre potes, etc. En fait, vous mettez en danger. Etc. Bon, bref, je vais pas aller plus loin que ça, mais voilà. Mais le but du jeu, encore une fois, c'est que ces instances accompagnent les pilotes et les équipes. Bon, très bien. Là, il faut faire preuve de nuance. Au lieu de dire, on va écarter les gridbox. Ok, on va tolérer quelque chose, ça sera toujours à notre discrétion, mais faites gaffe, prenez le temps, est-ce qu'on peut, machin, etc. Et voilà. Je suppose qu'il y a eu une discussion avec les pilotes en disant, ok, est-ce que vous voulez qu'on élargisse un petit peu, que ça vous donne un petit peu plus d'amplitude pour pouvoir placer votre voiture, etc. etc. Peut-être que ça a été le cas, j'en sais rien. Mais voilà. Les gridbox, les murets des stands, on en a parlé. Est-ce qu'il y avait d'autres choses
Je réfléchis. Euh... Il devrait pas mettre les lignes verticales sur ce GP. Si, je crois, il me semble, mais je crois que j'ai pas vu la suppression des essais libres. On va en parler. Si, effectivement, les lignes verticales, justement, que vous voyez, genre. Attends, je vais faire avec ma souris. Des lignes. En fait, on va voir normalement des lignes verticales comme ça, blanches, ou je sais pas de quelle couleur, pour que le pilote puisse voir. Alors. Encore une fois, je pense que ça sert à rien ces lignes blanches verticales. Euh, Parce que ils ont dit ça pour que le pilote puisse aligner le nez de sa voiture avec une ligne blanche là. Alors, quand t'es assis dans le cockpit d'une Formule 1, je sais pas ce que ça donne pour les voitures modernes, mais que ce soit... Alors, en règle générale, même d'une monoplace, que ce soit la F4 ou en particulier la F1, et ça m'avait particulièrement choqué quand j'étais monté dans la Lotus au Paul Ricard. En fait, tu vois pas à 50 mètres devant toi. C'est-à-dire que tu vois 50 mètres, et entre le 50 mètres et toi, tu vois pas ce qui se passe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, rajouter des lignes blanches au milieu, c'est beau pour le spectacle. Donc, tu vois vraiment rien. Et je dis 50 mètres, mais ça se trouve, c'est plus. Mais par contre, tu vois un petit peu sur les côtés. Hein, tu vois quand même un peu plus sur les côtés et tout. Mais vraiment, quand tu regardes vraiment droit devant, et en F4, c'est à peu près la même chose. Hein, tu vois pas. Ah non, F4, hein, quand même, tu vois 10, dépendamment de ta position, mais généralement, t'es assez bas. En F4, tu vois entre 15 et 20 mètres, je dirais, un peu plus. Donc, tu t'alignes sur la ligne à partir de 150 mètres. Bah, comme on les voit, tu vois, en vrai, les pilotes, ils s'alignent, notamment pour ceux qui s'alignent sur la gauche et qui veulent rester sur la droite de la piste ici, qui est la partie propre de la piste, avant de dégueulasser leurs pneus. Bah, ils font ça et puis ils viennent et puis ils font une sorte de petite chicane, entre guillemets, tu vois. Bon, bah, ils s'alignent au dernier moment, donc bon, ils jaussent ça comme ils peuvent. C'est des vrais mecs qui savent faire des créneaux pour le coup, avec zéro vue, quoi. Bref. Voilà. Enfin, ceci dit, encore une fois, je vous le rappelle, depuis 30 ans, on n'a jamais eu vraiment de problème. De temps en temps, on a eu un gars qui se positionnait un petit peu sur le côté pour essayer d'aller bloquer l'autre au départ. Là, effectivement, c'est un peu plus réprimandable d'une certaine manière, mais bon, de là à dire, oh là là, faut mettre des lignes blanches, élargir les gridbox et tout, je trouve que c'est infantiliser des personnes qui sont, moi, je trouve exceptionnelles, comme des pilotes de Formule 1, quoi. Les mecs roulent à 370 et t'es en train de leur dire que bah on va écarter un peu le gridbox parce que vous savez pas vous placer correctement, et t'es là, bah non frère. Donc voilà. Voilà. Rapidement, avant qu'on parle de Stefano Domenicali. 3 beaux casques. D'ailleurs, le casque de Valtteri Bottas est déjà mis aux enchères. Vous pourrez l'acheter si jamais vous avez un petit compte en banque. Voilà, sympatoche. Pour l'instant, hier quand j'ai regardé, c'était à $10,000. Donc vous pourrez acheter le casque de Valtteri Bottas à $10,000. Le casque lui aura porté, qu'il aura signé, avec lequel il aura fait la course. Donc voilà, le casque de Bottas est, je trouve, absolument incroyable. Très sincèrement. Le casque de Guan Yu Zhou est encore une fois une masterclass. Il y a un ou deux casques qu'il a un peu loupé, Joe. Ouais, c'est pour une association, absolument. C'est pour une association. Donc, en plus, vous faites un beau geste, donc c'est magnifique. Tu achètes et tu nous fais gagner. Seulement, en gros, si j'avais des millions, mais je ferais comme MrBeast. Je vous rincerais tout le temps. Tellement c'est génial, en fait. Je trouve que Guan Yu Zhou a un flow. Alors Bottas aussi, hein, différent, mais voilà. Je trouve que Guan Yu Zhou a un flow qui est absolument incroyable, en particulier ses casques. Son casque de base est très générique et pas spécialement le plus beau, mais il fait des casques, exceptionnels pour certains grands prix, qui sont
Bah pour le coup vraiment exceptionnel, celui qu'il a pour Melbourne là en fait partie je trouve. Bottas pareil, il a quelques casques un peu foufou, il est sur une dégaine frérot, je sais pas si vous avez vu sur la story Insta que je vous ai partagé hier, mais on est sur une dégaine de chauffeur de poids lourd américain slash le gars qui fait du cyclisme parce qu'il a bien laissé la trace du t-shirt sur les sur les bras, le mulet, la moustache. Ah mec, mais vraiment, en fait, il y a tellement, entre guillemets, rien qui va que ça lui donne un flow incroyable. J'ai vraiment énormément... En fait, il est heureux, quoi. Il est heureux, quoi. Et t'as envie de... Tu sais, j'ai limite envie de me faire le même style d'une certaine manière en mode... bah allez, on vit quoi, genre on fait ce qu'on veut, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il est un peu dans la même période, vous savez que quand Lewis Hamilton s'était teint les cheveux en blond, c'était quoi, 2015 de mémoire, 2015 ou 2016, je sais plus. Mais ouais, c'est là il est d'une liberté, il fait tout ce qu'il veut, lui Bottas est en parachute. Vettel et ses cheveux longs. Alors, les cheveux longs de Vettel, c'était un peu plus... Je vais être tout à fait honnête, les cheveux longs de Vettel, c'était un peu plus... C'était un peu plus... voilà. Mais depuis qu'il est parti de chez Mercedes, t'as l'impression qu'il s'épanouit, ça fait plaisir, ça se voit, c'est très... Franchement, c'est très très cool. Donc, je suis très content pour lui. J'ai beaucoup d'affection pour lui aujourd'hui, ce qui était vraiment pas du tout le cas avant. Je gueulais sur lui probablement à tort en disant que bah il nous privait d'une bataille avec Lewis Hamilton parce que bah il était pas assez bon. Mais voilà mais voilà un petit peu le style de Bottas avec sa moustache. Il fait un style très Keke Rosberg, champion du monde 82 en Formule 1. Donc voilà, vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Et puis on a Oscar Piastri, le régional de l'étape, on va essayer d'en parler un petit peu rapidement quand même, qui avait fait une belle qualif à Jeddah, que j'attends aussi de voir s'il arrive à bien performer. Le casque de Piastri, qu'on se le dise, bon, c'est générique quoi, c'est générique, c'est pas incroyable non plus, mais je pense qu'il a un petit... Je pense qu'il y a un petit attachement émotionnel évidemment au casque qui l'a fait. Good day, mate. Sauf que Bottas n'est pas champion. Aïe aïe aïe. Le coup dur. On va parler. Oh putain, je vous ai montré Porsche. Merde. Vous vouliez qu'on parle d'abord. Attendez, on va d'abord parler un petit peu des essais libres. La fin des essais. On va en parler rapidement parce que du coup, je vous prépare une vidéo dessus parce que moi, ça m'a fait sauter au plafond encore une fois. Alors, vous savez quoi? Hop là, il est là, le petit Stefano, frérot. Stefano, il est en roue libre. Il a découvert ce que c'était que faire du business. Ce que c'était de faire du business avec des Américains. Ça y est, là maintenant, il est devenu américain dans sa tête, quoi. Genre, faut faire le show et tout. Faut faire tourner la machine, faire du pognon. Je trouve qu'il avait pas cet engouement-là quand il était team principal de Ferrari de 2008 du coup à 2014 de mémoire 2008 à 2014 mais là je pense je sais pas s'il a une carte verte en jeu ou une nationalisation américaine qui lui pend au nez ou quelque chose comme ça, je sais pas, je vais être tout à fait honnête, mais en tout cas il ferait un très bon PDG de la NASCAR peut-être. Non, je suis méchant. Mais donc, alors, parlons un petit peu des propos de Stefano Domenicali sur une potentielle fin des essais libres en Formule 1. Alors, encore une fois, faut toujours nuancer, relativiser. On en parlait à l'instant avec avec la FIA, etc. Donc relativisons. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Tout ce qu'il dit n'est pas parole d'évangile, comme on dit. Tranquille. Lors de la première manche 2023 de MotoGP à Portimao,
Portimao. Peut-être que la Portimao va revenir, qui reste un très beau circuit, je le reconnais. Est-ce qu'il provoque beaucoup de spectacles? Je sais pas. Avec les F1 modernes, il faudrait voir, mais ça pourrait être intéressant. Stefano Domenicali a fait polémique en laissant entendre la modification radicale du format des week-ends de Grand Prix. Je cite: je suis partisan de la suppression des séances d'essais libres qui sont très utiles aux ingénieurs, mais que le public n'aime pas. Fin de citation, a-t-il ainsi lancé lors d'une interview avec le média portugais Sport TV. La fin des séances d'essais libres en F1 serait donc une mesure assez impopulaire auprès des concurrents, mais aussi des fans, mesdames et messieurs. Faut savoir, ça représente en fait une partie quand même essentielle d'un week-end de Grand Prix. Les pilotes et les équipes ont besoin de travailler sur les réglages, la stratégie avant de prendre part aux qualifications, avant de prendre part à la course, où la compétitivité prime sur le reste, évidemment. Donc c'est pas en faisant une qualif ou une course que tu vas faire le réglage de ta voiture, typiquement. Les essais privés sont interdits, à part 2 journées de roulage de 100 km pour faire du filming day, donc avec des pneus de démonstration, donc t'as pas le temps, tu peux pas tester grand chose. 3 jours d'essais hivernaux par saison. Si t'as des problèmes, c'est un peu la galère. Les séances du vendredi sont également cruciales pour permettre donc aux équipes d'essayer de nouvelles pièces afin de progresser dans la hiérarchie, en tout cas de tester de nouvelles pièces, de les valider ou pas, et puis de voir si ça va leur apporter un gain, et donc du coup d'essayer de progresser dans la hiérarchie. Bon, ça on est d'accord. La forte affluence aux événements du vendredi ces dernières années montre qu'il y a un intérêt à voir des voitures rouler tout au long de la journée, même s'il n'y a pas de récompense à la clé, puisque effectivement, j'en appelle à certains d'entre vous pour qui c'est peut-être le cas, mais y en a par exemple qui habitent dans la région d'un circuit automobile, je sais pas, prenons Manicourt ou comment ça s'appelle, le Castellet. Il y en a qui viennent juste le vendredi parce qu'ils sont des régionaux de on va dire de la région. Ils sont ils habitent la région plutôt. Je vais réussir. Ils sont régionaux de la région, c'est beau. Ou Le Mans, oui, typiquement. Ce sont des locaux. Le billet du vendredi, c'est sympa pour emmener ton gamin en disant bon bah j'ai pas de quoi payer tout un week-end, mais au moins je vais voir des voitures rouler et c'est pas grave. Des régionaux de l'étape, c'est ça. Et donc en fait c'est toujours intéressant parce que tu vois des voitures rouler, c'est juste de même si t'as pas le frisson de la qualification ou le frisson de la course, tu vois des voitures rouler, tu participes à cette espèce d'atmosphère du vendredi qui est assez intéressante, assez chaleureuse, détendue, où on n'est pas encore rentré dans une phase où il y a beaucoup de tension, etc. Donc voilà, et puis tu vois les pilotes rouler, tout le monde est... Voilà. Donc moi je trouve que le vendredi c'est vraiment très cool, notamment pour ceux qui ont des petits budgets, et ça fait effectivement office de souvenirs, etc. Donc c'est quand même plutôt cool. Alors, les propos de Domenicali ne doivent évidemment pas être interprétés comme une envie de la Formule 1 de supprimer complètement les séances d'essai. En fait, des discussions sont en cours au sein de la commission F1 concernant d'éventuels changements à apporter au format des week-ends afin de rendre le roulage plus intéressant. Et là, auquel cas, on peut dire oui, effectivement, c'est plutôt intéressant de partir là-dessus. Certains estiment, excusez-moi pour la liaison, certains estiment que dans un week-end typique, 3 séances d'essai sont de trop. Ce qui n'est pas totalement faux non plus. Elle donne aux équipes presque trop de temps pour peaufiner des réglages et de la stratégie en vue des qualifications et de la course. Ce qui élimine tout risque potentiel lié à une préparation insuffisante. Je tiens à préciser, et je vais dans le sens de ce que je viens de dire, oui, c'est vrai, quand on voit le format sprint, on a quand même beaucoup plus d'imprévus parce qu'on a une séance d'essai libre avant de quasiment figer le réglage de la voiture pour la séance de qualification. Du coup, la deuxième séance d'essai libre le samedi matin en format sprint, je trouve qu'elle sert absolument à rien, à part effectivement voir des voitures rouler, et encore si elles daignent rouler. Et après, on a la course sprint et le Grand Prix. Et effectivement, ça
ça a toujours été assez rock'n'roll d'une certaine manière parce que il y avait un petit peu plus d'imprévu là-dessus. Puis on a déjà eu un week-end sur 2 jours, Imola 2020. Exactement, je me souviens plus du tout de cette course. De mémoire, Imola 2020, c'est pas le deuxième podium de Daniel Ricciardo avec Renault. Il me semble que ça avait été pas mal ça, sur 2 jours de mémoire. Je me souviens plus très bien de ce qui s'était passé pendant cette course. Il avait plu? Non, 2021, il avait plu. 2020, non, il avait fait beau. Je me souviens plus. Voilà, tu t'en souviens plus, donc c'est nul, c'est QFD. Alors, Norris avait fait podium? Ah ouais? C'était pas le podium de Ricardo à Imola? Attends, mais c'était quoi ça? Ah, excusez-moi. Je me souviens plus. Hamilton, Bottas, Verstappen. Non. Verstappen qui éclate un pneu? Ah oui, ça me dit quelque chose ça. Excusez-moi, je vais juste me moucher. Et éternuer. Ça va bien rendre en podcast ça. Petites allergies, vite fait. C'était pendant le Covid, on est d'accord. My bad, je suis trop dans le futur. Why? Monza, le podium de Ricardo. Alors, Monza 2021, oui, pour la victoire, mais chez Renault, non. Faudra pas mettre dans le podcast. Ah, ça y va tel quel, hein, je te préviens. Donc oui, effectivement, on était sur le fait de peut-être pas avoir assez d'imprévisibilité sur un week-end avec 3 séances d'essais libres parce que ça a peaufiné trop et que du coup on avait un petit peu moins de comment ça s'appelle d'inconnus. En témoigne d'ailleurs aussi la course sprint, enfin le format sprint de l'année dernière au Brésil où on a quand même une pole de Magnussen. Alors oui, ça s'est fait sous conditions ultra changeantes comme la pluie, etc. Mais encore une fois, je pense que le format sprint joue aussi un petit peu dans ce sens. Bref. Avec ses propos, Dominicali se questionnait surtout sur l'existence de moyens pour revoir le format afin de rendre les séances plus significatives. C'est un sujet que l'Italien a abordé de manière publique l'année dernière lorsque, dans une interview accordée au Corriere della Sera, dans un week-end normal, je cite donc, dans un week-end normal, celui qui comprend donc les essais libres 1 et 2 du vendredi, chaque séance devrait soit attribuer des points, soit comprendre des tours de qualification uniques, soit avoir des qualifications pour une course différente et plus courte le samedi, à la place des essais libres 3, avec peut-être une grille inversée. Nous proposons beaucoup de choses, beaucoup de gens refusent, mais nous avons vu à certaines occasions la beauté des grilles chamboulées avec plus de dépassement. Alors, le petit Stefano, j'ai l'impression qu'il confond 2 choses. J'ai l'impression qu'il confond spectacle et sport. Je dis pas que le spectacle doit rentrer en conflit avec le sport, ou que si on n'a pas de spectacle, ça veut dire que le sport est pourri. Si on n'a pas de sport, ça veut dire qu'il n'y a que du spectacle, etc. Je pense qu'on fait fausse route quand on réfléchit là-dessus. Je pense parce que le sport peut amener du spectacle et le spectacle amène pas forcément du sport. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Le spectacle reste néanmoins quand même une conséquence du sport, mais il faut pas que le sport fasse n'importe quoi ou que ce soit une farce, parce que du coup c'est plus spectaculaire. Les grilles inversées, ça a été un débat assez longtemps, notamment sur par rapport justement au format sprint, etc. Je suis pas pour une grille inversée. Je trouve que c'est
Je trouve que c'est trop artificiel. Ça correspond effectivement, ça correspond un peu plus à de la catégorie junior. Je parle F2, F3. Je sais pas si c'est le cas dans certains championnats de F4, probablement, je crois. Ça le fait parce que la catégorie en l'occurrence s'y prête d'une certaine manière, puisque on part sur une catégorie, je prends l'exemple de la F2, où les voitures sont toutes les mêmes. Globalement, elles sont exploitées de manière différente par chaque équipe, et c'est là-dessus que, sur des petits détails, des petites choses, etc., qu'il y a certaines équipes qui sont meilleures que d'autres. Mais globalement, en fait, c'est vraiment le pilote qui va faire la différence au final, en F2 et en F3. La Formule 1, il y a quand même beaucoup plus que une voiture la même pour tout le monde. C'est pas le cas. Toutes les Formule 1 se diffèrent. Ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est qu'on n'a toujours pas de balance de performance, et tant mieux, parce que je suis pas trop pour. Alors après, c'est parce que j'y suis pas habitué, mais la balance de performance, je trouve ça un peu trop artificiel aussi. Et avec un règlement technique qui fait 180 pages, on arrive à avoir des voitures qui sont quand même sur des écarts assez serrés et qui donnent quelques courses plutôt intéressantes. Encore une fois, sans forcément s'atteler sur le fait que l'année dernière, la domination de Red Bull, surtout en deuxième partie de saison, était outrageuse. Oui, excusez-moi. Outre cet aspect-là, je trouve que dans le midfield, on a quand même des belles batailles. Alors bien sûr, elles sont pas toutes bien montrées ou ce genre de choses, ce qui est un petit peu dommage, mais ça c'est un autre problème. Donc la BOP effectivement ne sont jamais tout à fait équitables, ça ne fait que déplacer le problème, je trouve. Je suis assez d'accord, on déplace un problème, on s'en crée un deuxième d'une certaine manière, ce qui est un petit peu dommage. Je trouve que le règlement est plutôt pas mal, globalement. Je termine là-dessus rapidement. En vrai, je suis pas contre réviser le week-end de Grand Prix. Je suis pas contre réviser le format du week-end de Grand Prix. 3 séances d'essai, c'est peut-être un peu trop. 2, ça me paraît être le juste milieu. Est-ce que le vendredi doit être obligatoirement un jour avec un enjeu à la fin de la journée ? Je suis pas certain. Si jamais demain tu me dis c'est quoi le format d'un week-end de Grand Prix 21e siècle pour la Formule 1, ce serait quoi pour toi dans ta tête ? C'est compliqué. J'y ai pas réfléchi, c'est un peu compliqué, mais si j'avais une proposition à faire, ce serait de garder essai libre 1, essai libre 2 le vendredi. À la fin des essais libres 2, on bloque les setups pour le reste du week-end. Samedi matin, première séance du samedi, je mettrais peut-être une qualif. Est-ce que ça vaudrait le coup de mettre une course sprint le samedi après-midi, puis le dimanche Grand Prix ? Je sais pas, mais voilà, ça me paraît être pas trop mal. Ça fait du temps de roulage. On est sur quelque chose de similaire en termes de temps de roulage. On a pas mal d'enjeux le samedi, pardon. Peut-être trop par rapport au Grand Prix de dimanche. Est-ce qu'il faudrait que la course sprint soit une grille inversée ? Si on doit l'inverser, je pense que c'est une bonne idée d'inverser que la première partie de la grille et pas toute la grille en entière, parce que encore une fois, les différences de performance sont encore un peu trop importants pour que ça se passe bien. Ça peut finir en carnage. La grille inversée me dérange pas sur les 10 premiers. Elle me dérange beaucoup plus si on inverse toute la grille. Là, auquel cas, je pense que là, c'est vraiment de la dangerosité inutile. Bref, donc voilà. Mais effectivement, je rejoins Dominique Ali sur une chose, c'est que le format de week-end, comme on le connaît depuis maintenant très très longtemps, d'ailleurs, je sais même pas combien de temps,
je pense qu'il doit effectivement évoluer. Ça peut être très intéressant de faire évoluer ce format de Grand Prix, comme on le connaît, et de faire quelque chose de plus moderne, quoi. Mais faut pas enlever, je pense qu'il faut surtout pas enlever trop de séances d'essais libres. Faut pas enlever trop de séances d'essais libres parce que sinon tout ce qui fait aussi un peu le sel de la Formule 1, c'est de voir des voitures évoluer, des ingénieurs se creuser la tête, etc. Toute cette technique qui est intéressante, qui est de mieux en mieux mis en avant, je trouve, par la F1 TV notamment. Moi, je me surprends encore à aller voir les tech talks, à écouter Sam Collins comme le Messi. Enfin, c'est j'arrête jamais, quoi. J'adore ça, tu vois. Ça en fait pas de moi un aérodynamicien et encore moins un mécanicien, mais j'apprends plein de trucs, quoi. C'est trop cool. Donc ouais. Faut en tout cas, faut pouvoir faire en sorte que les équipes continuent à développer les voitures. Effectivement, admettons, on enlève tous les essais libres de tous les grands prix, faut remettre des essais privés, quoi, parce qu'à un moment donné, ça va pas être suffisant. Je pense que effectivement faire en fait, ce qui serait intéressant, c'est pas faire juste 3 journées d'essais hivernaux. Je pense qu'il faudrait 3 jours d'essais estivaux, j'allais dire, d'une certaine manière. Un Grand Prix en particulier, ou avant un Grand Prix, histoire de juste faire le point sur, je sais pas, est-ce que ça peut être intéressant ou pas. Les équipes mettent des millions et des millions de dollars dans les simulateurs, etc. Tout se passe dans le digital avant d'arriver sur le réel. Il y a plein de questions philosophiques à soulever sur le sport en partant là-dessus. Donc voilà, c'était un petit peu la chose à discuter. Écoutez, je vais vous parler du plafond budgétaire qui était en pleine discussion. Avec un James Valls qui avait l'air d'être pas très content, ou en tout cas qui était pour qu'on revoie un petit peu le plafond budgétaire, notamment pour Williams et les petites écuries en particulier. On pouvait aussi reparler un petit peu de Porsche qui dit au revoir à la F1 de manière définitive, mais Audi sera bien là en 2026. Donc voilà, je pense qu'on va pas forcément en parler, on va peut-être faire The Bet. Attends, j'ai toujours pas. Attends, je sais même pas ce que je vais parier pour. Ouh là là, ça va être l'enfer. On va regarder les cotes juste après. Mais effectivement, voilà. Porsche ne sera pas en Formule 1. Ça reste un championnat intéressant pour nous, dit un représentant de Porsche. Mais pour les années à venir, l'entreprise se concentre sur le WEC et l'IMSA, ainsi que sur le championnat du monde de Formule E. Nous voulons nous y battre pour la victoire, c'est notre tradition et notre objectif principal. Voilà. Bye bye Porsche, qui ne sera pas en Formule 1.